L'éducation occidentale est interdite par la religion. C'est donc la traduction littérale, nous entendons dit, c'est des qu'il est faite, du mouvement islamiste Boko Haram, fondé en 2002 par Mohamed Youssouf. Boko Haram, donc responsable, vous le savez, de l'enlèvement, le 14 avril dernier, de plus de 276 lycéennes nigériennes dans leur lycée de Chibok, au nord du Nigeria. Depuis, dans les journaux et sur les écrans de télévision, sur la toile, fleurissent des images de people, de politiques de tous bords et d'anonymes, brandissant des pancartes « Bring back our girls », rendez-nous nos filles. Cette mobilisation planétaire met en lumière une situation alarmante d'un pays en proie au terrorisme. L'écrivain nigérian chinois Achebe, c'est comme ça qu'il faut dire ? Chinois. Voilà, chinois Achebe. Achebe, pardon, qualifie son pays de doué, incroyablement riche en talent et totalement incontrôlable. Première puissance économique africaine, le Nigeria est aussi rongé, on le sait, par la corruption, influence sur la scène régionale et internationale. Le Nigeria fait ainsi face à une menace terroriste grandissante. Alors que se tenait il y a 2 jours un mini-sommet à l'Elysée sur la sécurité du pays, auquel participaient notamment le Cameroun, le Tchad, le Niger ou encore le Bénin, comment le Nigeria peut-il faire face à cette menace terroriste qu'incarne Boko Haram ? La crise actuelle est le résultat d'un appareil étatique défaillant, et puis quel a été le rôle du mouvement Bring Back Our Girls dans les prises de décision récentes, et enfin que peut faire la communauté internationale ? Visiblement pour l'instant pas grand-chose. On apprenait par une dépêche hier soir que l'avion qui est censé tenter d'essayer de libérer ces jeunes filles est resté cloué au sol. L'avion britannique. L'avion britannique, bien sûr. Vincent Hugeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes un de nos invités, grand reporter à l'Express depuis 1990, spécialiste de l'Afrique et du Moyen-Orient, et vous avez publié chez Perrin, au mois de mars dernier, Reine d'Afrique, le roman vrai des premières dames. C'est cela ? C'est cela. Et Raoul Mbok, bonjour. Bonjour. Journaliste à Slate Afrique, et vous vous intéressez aux thématiques de mutation sociale, culturelle en Afrique. Peut-être un point sur l'actualité la plus immédiate, si tant est qu'on puisse le faire. Que sait-on en ce moment sur ces lycéennes enlevées par Boko Haram au Nigeria, Vincent Hugeux ? Il est hautement probable qu'elles ont été dispersées en plusieurs groupes. En tout cas, la sagesse opérationnelle, pour peu que l'on attribuât à Aboubacar Shekau, le gourou de la secte, quelque rationalité que ce soit, commanderait d'agir de la sorte. En revanche, il y a une incertitude évidemment sur le fait que tout ou partie de ce groupe d'infortunées lycéennes ait franchi ou pas la frontière, par exemple, du Cameroun. Selon les services de renseignement occidentaux, elles seraient plutôt encore sur le sol nigérian, vraisemblablement, en tout cas en partie au moins, dans une forêt qui est traditionnellement l'un des refuges de Boko Haram. Est-ce qu'on sait toujours, et est-ce qu'on a identifié clairement le pourquoi de cet enlèvement ? Boko Haram, le rappeliez-vous à l'instant, donc l'éducation occidentale est haram, donc on retrouve là le illicite, le péché, l'interdit en arabe, a déjà dans le passé conduit des opérations spectaculaires et meurtrières contre des dortoirs, des campus, en massacrant nuitamment des dizaines d'élèves, de lycéens ou d'étudiants. C'est donc une cible classique. Ce qu'il y a de nouveau, c'est l'ampleur de cet enlèvement, de ce kidnapping. Et selon toute vraisemblance, il y a là 2 vocations. Adresser un message d'abord intérieur, montrer la faiblesse insigne de l'État nigérian, nous y reviendrons sans doute, et aussi peut-être obtenir en contrepartie, c'est la seule formule négociée, envisageable à ce stade, la libération de camarades emprisonnés dans les prisons de ce colosse au pied d'argile qu'est le Nigeria. Samedi, à Paris, François Hollande a évoqué les liens entre AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et Boko Haram. On dit que ces liens sont surtout financiers. Un de vos confrères est spécialiste de la question, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, dit que la doctrine de Boko Haram ne correspond tout de même pas vraiment au modèle wahhabite. Hein. C'est un peu compliqué. Parce que, expliquez-nous, Raoul Mbok. Je ne sais pas si j'ai tant que ça autant d'éléments d'explication que Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Mais c'est vrai qu'il y a eu depuis 2009 notamment cette espèce de parallèle comme ça qui a été établi qu'on a voulu établir entre Boko Haram et AQMI, mais encore une fois, c'est des conceptions totalement différentes, c'est des objectifs totalement différents, c'est des modes opératoires pas toujours identiques, donc c'est peut-être, mais c'est vraiment pas établi qu'il y ait un lien, en tout cas une coopération, si on peut la désigner ainsi, entre ces deux organisations qui sont, il faut le dire, 2 nébuleuses.
Il est nécessaire pour justifier la mobilisation internationale de brandir le spectre fondé ou pas, on y revient, de l'international djihadiste, au-delà de l'AQMI. Donc Al-Qaïda, la matrice originelle, et en allant jusque les Shebabs somaliens. Cela dit, ce qui, encore une fois, selon les experts de renseignement, a été établi, c'est qu'il y a eu au moins des échanges. Entraînement ici, fourniture d'armes ou de financement là. Mais l'idée qu'il y aurait une sorte de galaxie homogène dirigée par un grand marionnettiste est, à mon sens, à ce stade, une absurdité. On entend depuis cet enlèvement beaucoup parler du Nigeria. Il faut préciser que ça n'est pas un événement tout à fait inédit, que ce genre d'événement d'enlèvement. On apprend tous les jours, si on regarde le Nigeria sur les pages d'agence. Encore hier soir, on apprend que la police nigérienne a annoncé avoir déjoué un nouvel attentat à Kano au lendemain d'une attaque suicide. Bon, enfin, alors enlèvement, attaque suicide. Oui, donc c'est pas nouveau. Donc il faut peut-être revenir un peu à l'origine, parce que le mouvement Boko Haram, l'organisation née en 2002, fondée par un imam Mohamed Youssouf, avec lui. Alors son projet était, j'allais dire simple, mais c'était c'était séparatiste, c'est-à-dire qu'il voulait mettre en place dans le nord du Nigeria une espèce d'émirat islamique dans le nord. Donc évidemment, à partir de ce moment-là, il y a des attaques qui sont perpétrées dans le nord du pays, aussi dans le sud. En tout cas, il y a une déstabilisation du pays. Jusqu'à ce qu'en 2009, l'armée nigériane opère une répression sanglante contre Boko Haram et aussi de milliers de civils qui en sont morts, et aussi donc Mohamed Youssouf. Et c'est à partir de là qu'émerge le Aboubacar Shekau dont vous parliez, Vincent Hugeux, qui est donc considéré comme le gourou, le grand prêtre de cette affaire-là. Et donc en 2009, il se proclame comme le chef de Boko Haram. Et son projet, lui, à ce moment-là, est de déstabiliser carrément l'État du Nigeria. Donc, il y a des attaques comme ça qui sont perpétrées. Il y a des enlèvements, des attaques d'écoles. Et en février encore, il y a eu un massacre d'un collège de garçons. J'ai effectivement une recension. Le 12 mars dernier, à Dikwa, dans l'état du Bordeaux, 6 enseignants ont été égorgés dans leur domicile. Des femmes et 22 enfants ont été enlevés, portés disparus. Il y aurait plus de 4000 personnes en tout qui auraient disparu. Vincent Hugeux, depuis combien de temps? Depuis 2008 grosso modo, depuis 2009, c'est-à-dire depuis ce basculement, car de fait, le projet politique de Mohamed Youssouf, donc ce prédicateur charismatique qui est le véritable fondateur du mouvement, qui avait regroupé autour de sa mosquée et de ses discours virulents des jeunes étudiants plus ou moins désœuvrés, ce projet-là était relativement lisible. C'est exactement celui que Raoul vient de dépeindre. Tout se dilue d'une certaine manière à partir du moment où il y a ce basculement avec la prise en main des rênes du mouvement, Youssouf ayant été de fait abattu par la police nigériane, au prétexte d'une tentative d'évasion parfaitement imaginaire, et Shekau est son lieutenant le plus radical, le plus jusqu'au-boutiste. Et c'est là qu'on va avoir une vraie mutation. Le projet politique devient de plus en plus illisible. En revanche, le modus operandi évolue. On étoffe le spectre des cibles. On va aller frapper Abuja, ce qui est une manière évidemment de souligner l'indigence de l'État nigérian. Et on a une fuite en avant. L'enlèvement, lui, a été longtemps réservé à Ansarou, qui est une sorte de filiale semi-dissidente de Boko Haram. Mais Boko Haram va revendiquer en son nom propre des enlèvements, certes, la famille Moulin-Fournier, nord du Cameroun, et ensuite le père Van den Busch, qui seront d'ailleurs au passage, disons-le, libérés les uns et les autres, non pas par bonté d'âme, mais avec des contreparties, peut-être financières, mais davantage des libérations de militants au Cameroun et au Nigeria. J'ajoute un point, c'est que quelques heures avant le fameux sommet parisien auquel vous faisiez allusion, samedi, eh bien, il y avait une attaque de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, porosité incroyable des frontières, au moins un militaire camerounais tué et une dizaine de travailleurs chinois, puisqu'il s'agissait en fait d'une base, d'un chantier local, enlevés.
Alors, on parle effectivement de l'indigence aussi de l'État. Nous y reviendrons plus précisément dans un instant. Je voudrais que vous écoutiez Adam Nositer pour faire un point. Il est en ce moment correspondant du New York Times en Afrique de l'Ouest et il se trouve en ce moment même à Maïdougouri, au nord-est du Nigeria, à la frontière avec le Niger, le fief de Boko Haram, là où justement les villages incendiés témoignent des attaques des terroristes et où certains habitants ont décidé de se substituer à l'armée pour défendre leur famille et leurs biens. Tendez l'oreille, mais c'était intéressant d'arriver à joindre votre confrère Adam Nositer, donc je rappelle correspondant du New York Times, dans ce coin-là, à Maïdougouri, interrogé par Tiffaine de Rocchini. Les paysages qui entourent Maïdougouri sont plus ou moins contrôlés par les Boko Haram. Beaucoup de villages ont été attaqués et d'ailleurs on peut constater les traces de ces assauts partout, les maisons brûlées, des carcasses des voitures ici et là, les écoles incendiées. Toute cette partie du Nigeria, depuis 2009, est dans un état d'insurrection. Donc, il y a des checkpoints partout. Et à Maïdougouri même, depuis 2010, il y a une forte présence militaire. Mais c'est certain que cela a été renforcé depuis l'enlèvement de ces filles. Oui. Quand il y a un attentat, les forces nigérianes sévissent dans les quartiers de Maïdougouri ou ailleurs et d'une manière indiscriminée, ils rassemblent les jeunes hommes et ils les tuent. Cela a tourné la population contre l'armée et ensuite on peut supposer comme malgré les milliards et les milliards qui ont été dépensés pour les forces de sécurité, un quart du budget de l'État, beaucoup de cet argent-là a été gaspillé dans la corruption, ce qui fait que le soldat nigérien moyenne manque les équipements de base. L'armée a dû avoir recours aux civils eux-mêmes pour contrer la menace. Le résultat ici à Maïdougouri, par exemple, c'est que beaucoup de jeunes gens ont su repérer des membres de Boko Haram et soit les ont tués, soit les ont chassés de la ville. Voilà, Adam Nositer, donc correspondant du New York Times en Afrique de l'Ouest, qui est en ce moment donc à Maïdougouri, c'est le nord-est du Nigeria. Il est tout près de ce que l'on considère être le fief de Boko Haram, au micro de Tiffaine de Rocchini. Commentaire, Vincent Hugeux. Un bref commentaire par rapport à la situation excellemment décrite par Adam Nositer, c'est que comme souvent dans des situations insurrectionnelles dans lesquelles l'armée dite régulière ne parvient pas à juguler le phénomène, on stimule la création de milices villageoises d'autodéfense, désignant immédiatement comme cible les villages en question où tout village suspecté de collaborer avec des forces dont l'impuissance est avérée. Un seul exemple, à Chibok, donc le lieu de l'enlèvement massif de ces lycéennes le 14 avril dernier, vous aviez 17 soldats. Alors que l'armée nigérienne est considérée à juste titre comme l'une des mieux dotées et des mieux équipées du continent africain. Parce qu'il faut quelque chose qu'il faut on a même suspecté aussi, le gouvernement nigérien d'être au fond, d'avoir été plus ou moins au courant. Je parle avec beaucoup de conditionnels et de l'avoir. Ils ont démenti. C'est Amnesty International qui a parlé de ça en disant qu'effectivement ils étaient au courant qu'il y aurait une attaque. Ils avaient été prévenus qu'il y aurait une attaque. Bon après évidemment ils ont démenti. Donc quand il y a deux démentis, il y a deux informations. On le sait. Bon donc. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est qu'il faut rétablir quelque chose. Effectivement, on parle de la faiblesse des moyens de l'armée nigériane, on parle de la faiblesse même carrément de l'État nigérian. Mais effectivement, comme dit Vincent, c'est quand même l'armée nigériane est considérée comme les plus largement dotées en équipement, l'une des plus puissantes en Afrique. Et d'ailleurs, on voit quand elle décide de mater l'insurrection de Boko Haram, on voit ce que ça donne. Donc, on peut pas imaginer qu'elle n'ait pas de moyens. Simplement, ces moyens sont pas utilisés de manière judicieuse. L'armée elle-même, elle souffre d'un mal dont le pays tout entier souffre, qui est celui de la corruption, qui est celui du népotisme, qui est celui de toutes sortes de maux qui font que au final, on n'a pas les résultats dont on devrait attendre d'elle. Alors, ce sera plus avant sans doute aussi, mais vraisemblablement dans la deuxième partie des matins sur cette question du Nigeria, parce qu'il y a quelque chose que
on peut ne pas tout à fait comprendre. C'est ce paradoxe très grand qu'il y a entre cette situation-là et puis ce qu'on dit du Nigeria. Si je vous cite l'article paru dans le monde.fr d'hier de Laurence Daziano, maître de conférence en économie à Sciences Po, voilà le titre, l'article, Nigeria, une incontestable émergence africaine. Aussi grave soit l'affaire de Boko Haram, il faut rappeler que l'évolution structurelle du Nigeria montre que c'est aujourd'hui la plus grande puissance africaine du XXIe siècle. Oui, mais on a là l'exemple. Moi, je fais exciter, mais vous avez compris, je mets les guillemets, mais quand même. Parfait de cette névrose qui consiste à tomber en épectase devant des taux de croissance. Le problème du Nigeria... 177 millions d'habitants, le pays le plus peuplé, croissance démographique d'enfer. Enfin, bon. Mieux encore, voilà quelques semaines, le Nigeria a ravi le titre de première économie du continent à l'Afrique du Sud. Et les chiffres sont là, et ils sont incontestés. Mais ça n'est pas la question. La question est de savoir si ce pays a une assise. Il est tiraillé entre ce phénomène Boko Haram au nord, vous avez dans le delta du Niger, l'éponge à pétrole du pays au sud, un mouvement séparatiste qui s'appelle le MEND. Donc, je veux dire, avant de parler d'essor économique et d'investissement... on ne peut pas nier cette réalité. Je ne la nie pas, ce sera je la remets en perspective. La pendule tourne. On ne peut pas la nier, il faut la rappeler tout de même. La pendule tourne, ce sera dans la deuxième partie, introduite par Brice Couturier. Brice, il faut se presser. Oui, bonjour Marc. Avant de parler d'utiliser des drones et de pourchasser Boko Haram, y a-t-il pas urgence à aider le Nigeria à construire une nation et à débarrasser l'État de sa corruption endémique? Est-ce que Boko Haram n'est pas plutôt le symptôme d'une maladie plus profonde que celle du Nigeria? 8h16, c'est l'heure de votre chronique, Brice Couturier. Bonjour Marc. Cela fait de longs mois que la secte Boko Haram commet des atrocités au nord-est du Nigeria dans l'impunité la plus totale des autorités nigérianes et dans une relative indifférence de la communauté internationale. En février, ils se sont illustrés en égorgeant plusieurs dizaines d'adolescents dans un dortoir qu'ils ont ensuite brûlé. Début avril, ils ont enlevé 2 prêtres italiens et une religieuse canadienne très âgée, car le groupe, qui se réclame d'une version extravagante et exotique de l'islam, s'attaque prioritairement aux villages chrétiens, traquant les prêtres, mettant le feu aux maisons, massacrant les habitants. Mais il s'en prend aussi aux mosquées des petites villes, soupçonnées de coopérer avec les autorités. Il pratique l'enlèvement contre rançon et l'assassinat gratuit. Depuis le début de cette année, plus de 2000 personnes auraient ainsi trouvé la mort sous les coups de ces fanatiques. Mais il semble qu'en enlevant 200 jeunes filles à Chibok et en annonçant qu'il allait les vendre comme esclaves après les avoir converties de force à l'islam, la majorité d'entre elles étant chrétiennes, le seigneur de la guerre Aboubakar Shekau est soudain fait déborder le vase. Certes, la prolifération des sectes se réclamant d'un islam belliqueux et cruel pose problème. Du Moyen-Orient à l'Asie centrale, de la Mauritanie au golfe d'Aden, les arcs de crise se répandent. Comme le faisait récemment observer Tony Blair, cette montée spectaculaire de la menace islamiste quasi mondiale à présent fait l'objet d'un étrange déni de la part de l'Occident, mais cette maladie attaque plus aisément les corps affaiblis. Or, le Nigeria est une proie facile parce que cet État, le plus riche d'Afrique, est proche de la déliquescence. Il est rongé par une corruption endémique. D'après Sarah Chains du Carnegie, le président Goodluck Jonathan et ses proches détournent un très fort pourcentage des revenus pétroliers à leur propre usage. Le président a démis de ses fonctions le respecté gouverneur de la Banque centrale qui prétendait enquêter sur la disparition de 20 milliards de dollars en 18 mois. Toute l'administration est corrompue. Les diplômes qui permettent d'y accéder à cette administration et de s'enrichir s'achètent fréquemment. Les forces de police sont haïes de la population parce qu'elles pratiquent l'extorsion sur les passants pris au hasard, qu'elles se livrent à des arrestations arbitraires, parfois suivies de tortures. C'est l'une des raisons pour lesquelles, selon Gideofor Adibé de Brookings, beaucoup de Nigérians ne se reconnaissent pas dans ce pays à l'identité problématique. Cet observateur parle d'un processus de dénigérianisation. Tous les groupes ethniques, religieux, régionaux nourrissent des griefs envers le pouvoir central et rêvent de vengeance. S'attaquer à l'État et à ses représentants est généralement considéré comme légitime. Dans ce contexte, certains actes odieux sont même parfois perçus comme héroïques. Oui, quand les voleurs sont au pouvoir, qu'une jeunesse nombreuse et abandonnée à elle-même dans un pays riche de ressources et abondante se trouve donc livrée elle-même, il ne faut pas s'étonner que les extrémistes prospèrent. Ce n'est certainement pas une raison pour ne pas tenter de les empêcher de nuire, mais à lire les analyses des think tanks que je citais tout à l'heure et quelques autres, on n'a pas l'impression que les dirigeants occidentaux qui prétendent faire quelque chose là-bas ont pris la mesure de l'ampleur des problèmes. On n'aura rien réglé
tant que le Nigeria ne sera pas devenu une nation et que ce qui lui tient lieu d'État n'aura pas été en partie refondu. Mais comme les Occidentaux ont pu le vérifier en Irak et en Afghanistan, et peut-être les Français en ce moment au Mali, le nation building est un art bien difficile. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Réaction de Raoul Mbog. J'aurais deux petites réactions. Je commencerai par le dernier point que vous avez souligné sur le fait qu'on ne réglera pas le problème au Nigeria s'il ne devient pas une nation. C'est vrai que c'est l'un des problèmes aujourd'hui au Nigeria parce qu'effectivement, c'est un pays, comme on dit, émergent avec c'est un pays prospère. Oui. Enfin, on y reviendra si vous voulez. Donc, il y a plusieurs indicateurs qui montrent que effectivement, il y a de l'espoir. Mais c'est un pays qui a aussi beaucoup de paradoxes parce que en même temps qu'il émerge, en même temps qu'il a ce potentiel-là, il y a aussi des disparités énormes, notamment entre le nord et le sud, le nord pauvre, musulman, aride, désertique, où il n'y a pratiquement rien, et le sud qui est riche, pétrolier et chrétien. Donc il y a ces disparités-là. Il y a une désorganisation au niveau de l'État qui fait que finalement les Nigérians entre eux, parce que c'est très diversifié, on parle de Nigérians, mais c'est vraiment en fonction des régions, c'est des spécificités très, très propres. Est-ce que ça va jusqu'à la dénigérianisation dont je parlais à l'instant? Est-ce que vous pensez qu'il y a un processus plutôt d'éclatement que de reformation? Disons que c'est l'objectif de Boko Haram. Enfin, l'objectif, c'est un peu vers ça que Aboubacar Shekau veut amener son mouvement et donc veut faire clairement une manœuvre de déstabilisation du pays. Maintenant, je ne suis pas sûr que les Nigérians eux-mêmes, c'est-à-dire les populations nigérianes, elles-mêmes se sentent aussi comment dirais-je, ennemies les unes envers les autres. Non, je pense qu'il y a plutôt ce souci de vivre paisiblement, parce que ce sont des gens normaux, quoi. Donc, je pense que c'est plutôt, je pense pas qu'il y ait vraiment ce désir de dénigérianisation, comme vous dites. Mais c'est clair que le pays il y a besoin d'une réflexion beaucoup plus profonde sur la manière dont on construit une nation. Mais ça, c'est le problème de tous les pays ex-pays colonisés, hein. Je veux dire, malheureusement. C'est-à-dire qu'on a créé des entités comme ça qui, finalement, ne reposent sur rien d'autre que sur la volonté des ex-pays colonisateurs. Vincent Huguet, est-ce que le problème majeur du Nigeria, ce serait donc la corruption généralisée, et entre autres, cette corruption-là, du coup, facilitant les mouvements comme celui de Boko Haram? Un seul chiffre, le Nigeria fédéral consacre plus de 20% de son budget à la sécurité et à la défense. La déperdition de ce pactole jusqu'à la petite caserne locale, singulièrement dans le nord, est colossale et permanente. Donc ça, c'est l'enjeu prioritaire. Moi, je souscris globalement au paysage qui vient d'être brossé, avec une petite nuance qui est la suivante. Quand vous dites que Shekau, donc le gourou de la secte, menace de les vendre après les avoir convertis, non. Dans sa logomachie, dès lors qu'elles se convertissent, elles se libèrent. Et donc, elles deviennent des sœurs. Et en tant que sœurs, elles sont intouchables. Et en fait, ce qu'il a suggéré... C'est un peu le principe de l'enlèvement des Sabines. C'est une référence historique qui a sa pertinence. Et d'ailleurs, lorsqu'il fait... C'est une conversion avec le couteau sur la gorge. Hein. Alors, le problème, c'est qu'il y a ce principe de fond en islam, nulle contrainte en religion. Donc, il est de toute façon en contradiction absolue avec le message originel. Il faut se souvenir aussi d'une chose, c'est que lorsque Mohamed Youssouf, le fondateur de Boko Haram, était encore de ce monde, il avait créé, près de la frontière du Cameroun, une sorte de cité idéale qui était censée renouer avec un islam originel pur et parfait et amplement fantasmé. D'ailleurs, lui avait cette projection-là. Mais comme le disait Raoul tout à l'heure, il y a eu ensuite, encore une fois, cette dilution du projet. Et j'ai une autre toute petite remarque. Vous dites impunité. Non, il n'y a pas impunité, il y a un châtiment qui a toujours hésité entre l'apathie et la brutalité. Et ce que l'on ne voit pas en Occident, c'est que Boko Haram, si singulier, voire scandaleux que cela puisse nous sembler, bénéficie d'une réelle base sociale. Parce que l'incroyable violence de la répression aveugle a, et là comme ailleurs, nourri
comme un sergent recruteur fantastiquement efficace les rangs de Boko Haram. Enfin, il y a un camp qui s'appelle Sambisa, qui est situé dans une forêt, à proximité de la forêt camerounaise, qui abrite à la vue de tous plusieurs milliers de terroristes et leurs otages, qui disposent d'équipements militaires et qui sont parfois ravitaillés par hélicoptère. Il y a des témoins et la police nigériane ne fait rien. C'est un peu étrange quand même. Parce que pour Goodluck Jonathan, ce n'est pas un enjeu. Là aussi, ça peut vous paraître extravagant, mais il se trouve que ces obsessions en termes d'accession et de maintien au pouvoir ne se jouaient jusqu'alors pas là. Songez qu'il aura fallu quand même 15 jours et la mobilisation internationale, effet pervers compris d'ailleurs, pour qu'ils finissent par bouger. Oui. Raoul Mbog, il faut parler des questions, notamment autour de la femme, quand même, qui est souvent, elle, la première de toutes les cibles dans ces questions-là. Oui, mais c'est pour ça que je voudrais juste... Au Nigeria, et pas seulement. Moi aussi, oui. Ouais. Je voudrais moi aussi apporter une autre petite réserve sur la chronique de Brice. Quand vous rappelez que ces jeunes filles sont... peut-être ou sûrement converties, mais avec un couteau sur la gorge. Oui, mais ce n'est même pas sûr qu'elle soit. Mais ça n'est même pas dit qu'elle soit convertie. Parce que oui, vraiment, il faut. Avec un couteau sur la gorge, je me convertis. Mais personne n'en sait rien. Ils ont dit qu'ils allaient vendre ces jeunes filles comme esclaves. Ils ont dit qu'ils allaient les convertir à l'islam. Ils ont dit tout un tas de choses, les unes aussi contradictoires que les autres. Donc personne n'en sait rien. C'est juste parce que au fond, l'objectif, si tant est qu'ils en ont un de clair des islamistes de Boko Haram, ce n'est pas que plus de 200 jeunes filles se mettent à pratiquer l'islam. Je ne pense pas que ce soit leur objectif. Leur objectif, c'est vraiment de semer la terreur, de semer la panique, de déstabiliser. Et ils savent très bien qu'en utilisant l'image de jeunes, de 200, plus de 200 jeunes filles comme ça va marquer les esprits, ça va choquer, ça va bouleverser. Donc au fond, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, personne ne sait, on n'en sait rien. Et personnellement, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est juste des déclarations comme ça pour faire peur et qu'au fond, ces jeunes filles ne sont pas converties à l'islam. Il y a des témoignages qui sont sauvés, je suis désolé, mais il y en a deux qui sont sauvés et qui ont raconté qu'elles ont été violées 15 fois par jour. Non, mais je ne parle pas de viol, je parle de conversion à l'islam. Moi, je n'en sais rien. Donc... Non, mais il suffit de prononcer la shahada pour être converti aux yeux de... Sur la question des violences faites aux femmes au Nigeria, écoutez Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France, au micro de Tanguy Bloom. La condition des femmes au Nigeria est absolument épouvantable parce qu'elles sont victimes à la fois de ce qu'on pourrait appeler violences domestiques, mais aussi de violences de la part des forces de sécurité, notamment de la police, et qu'il y a une totale impunité par rapport à ces violences. 2 femmes sur 3 au Nigeria sont victimes de violences, que ce soit sexuelles, physiques ou psychologiques, que ce soit au nord ou au sud, c'est-à-dire que ce soit dans les provinces du nord-est où sévit Boko Haram et d'autres groupes armés, ou au sud où il y a la question du pétrole, notamment dans le delta du Niger. Et ces violences, elles vont s'exercer tout au long de leur vie et elles ont des conséquences très importantes, puisque si on ne prend que la question de la mortalité maternelle, qui est un indicateur très important au niveau des agences des Nations Unies, le Nigeria est le 2e pays au monde en termes de taux de mortalité maternelle. Ce qui se rajoute en plus au niveau des violences sexuelles et des violences familiales, qu'elles soient physiques et autres, c'est que c'est honteux. On ne peut pas avouer parce qu'en plus, les femmes risquent de se faire rejeter. Et notamment, il y a une enquête qui a été faite il y a quelques années où sur 10 000 femmes qui avaient été violées, un peu moins de 20% avaient porté plainte. De toute façon, quand elles vont porter plainte, si c'est des violences perpétrées par la police, elles peuvent, dans les régions, et notamment ça c'est dans le nord, où la charia s'applique, eh bien, elles peuvent être elles-mêmes poursuivies parce que ce viol, ces violences sexuelles seraient dues à leur comportement ou elles pourraient se retrouver avec une peine d'adultère. Donc, le fait de porter plainte pourrait se retourner en plus contre elles. Voilà, Geneviève Garrigos, présidente de l'Amnesty International France, au micro de Tanguy Bloom. Raoul Mbog. Oui, simplement ce que je voulais dire sans remettre en question, en cause, toute la situation dramatique que vivent les femmes au Nigeria, toutes les agressions et toutes les souffrances qu'elles endurent. Mais ce n'est pas spécifique au Nigeria, c'est quelque chose qui est très large, que ce soit sur tout le continent africain ou ailleurs. On connaît de nombreux endroits où les femmes souffrent énormément. Elles parlent de mortalité infantile, évidemment. C'est un problème que de nombreuses femmes dans de nombreux pays connaissent. Elles parlent des agressions, elles parlent des viols, c'est des choses qui sont malheureusement, malheureusement. Donc il faut arrêter de présenter le Nigeria comme une espèce de no man's land, comme une espèce de pays où rien n'est possible, où c'est la catastrophe absolue. Non, je pense qu'il faut relativiser les choses. Effectivement, relativiser, il faut en tout cas être
arrêter de présenter les choses de manière aussi catastrophiste et de montrer que de toute façon, malgré tout, il y a un espoir et que ce n'est pas la fin du monde au Nigeria. Il y a de vraies raisons d'espérer que les choses peuvent s'améliorer. Caroline Forest. Non, mais il ne s'agit pas d'annoncer la fin du monde, ni de parler d'espoir. Si, quand même, quand on présente des choses comme ça, dès qu'on parle du Nigeria, c'est un peu comme quand on dénonce des viols, c'est caricaturé, et les viols, ils existent pas qu'au Nigeria. On est bien d'accord. Maintenant, on nous a expliqué un peu plus tôt dans l'émission que le Nigeria était un pays fantastique, comparable à l'Afrique du Sud. Une incontestable émergence africaine. Voilà. Mais ce n'est pas faux. C'est pas faux que le Nigeria est un pays comparable à l'Afrique du Sud. Ce n'est pas faux qu'il y a des indicateurs, mais ces indicateurs ne sortent pas de nulle part quand même. Non, mais pardon, les indicateurs sont des indicateurs qui sont liés à la rente pétrolière, qui ne disent rien de la qualité de vie au Nigeria. La qualité de vie au Nigeria n'est absolument pas comparable à celle en Afrique du Sud. Absolument pas. En Afrique du Sud, où la violence, y compris envers les femmes, est permanente. Non, voilà. Et peut-être je connais très bien la violence. Il faut vraiment faire très attention à ça. Pas en même temps. C'est pas la peine de tout mettre au même niveau simplement pour se bercer d'illusions. Je suis désolée. La violence existe en Afrique du Sud, mais et de trouver des motifs d'espoir à des situations qui sont certes très désagréables. Comme on n'est pas en train de faire un sermon, on est juste en train d'essayer d'expliquer la situation. Il se trouve juste qu'au Nigeria, il y a une division terrible dans ce pays, vous l'avez aussi expliqué, qu'il y a un mode de vie autour de la protection de la rente pétrolière qui est particulièrement fort, avec des mercenaires, des hommes de sécurité partout, et à côté de ça, une pauvreté et une qualité de vie qui est, par rapport au niveau justement des taux de rente pétrolière, absolument dramatique. On l'a aussi dit à cause de la corruption. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est l'impact des faits et gestes de Boko Haram. On l'a dit, qui existe depuis des années, mais là, ils ont franchi une telle ligne dans l'absurdité, l'abomination, la stupidité. Je veux dire, ils se sont tellement ridiculisés mondialement que, contrairement à ceux qui disent que les mobilisations internationales ne servent à rien, je pense que le fait de montrer de la solidarité vis-à-vis de ces jeunes filles, ça a quand même un peu poussé le président nigérian à réagir. Ça permet aussi de contrôler qu'ils ne surréagissent pas, parce qu'on sait les méthodes, effectivement, de l'armée nigériane. Donc ma question, c'est quel est l'impact sur place, non seulement sur la situation politique, mais aussi dans les relations intercommunautaires. C'est-à-dire que on connaît les tensions entre chrétiens et musulmans, mais racontez-nous, est-ce qu'il y a aussi des mobilisations en ce moment même entre chrétiens et musulmans pour sauver ces jeunes filles? Rappelons que le nord est principalement musulman et le sud majoritairement chrétien. Alors, Raoul Mbog. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent, comment dirais-je, Caricaturé, exagéré, parce qu'on parle de tensions entre chrétiens et musulmans. Au fond, moi je connais un peu le Nigeria, peut-être pas aussi bien que mon ami Vincent, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait ces tensions entre chrétiens et musulmans dont on parle. C'est comme si quand on sortait dans la rue, on voyait chrétiens et musulmans se battre à n'en plus finir. Non, je pense qu'il y a un vrai problème. Effectivement, il y a une défiance comme ça qui naît d'une désorganisation de l'État, qui naît d'une faiblesse de l'État à créer des conditions d'un vivre ensemble qui soit acceptable par tout le monde. Maintenant, effectivement, moi je répète que par exemple, les jeunes filles qui ont été enlevées à la mi-avril. Aujourd'hui, Caroline Forest, vous dites, oui, effectivement, la mobilisation, Boko Haram a atteint un seuil d'horreur absolument épouvantable. Mais ça fait longtemps qu'ils commettent des horreurs. Oui, c'est depuis 2002. Et à partir de 2009, c'est juste la catastrophe. Effectivement, c'est vrai que l'image des jeunes filles, c'est toujours quelque chose d'assez troublant, parce que enlever des jeunes filles comme ça en masse, c'est quelque chose d'épouvantable. Pour les vendre comme esclaves, quand même. Oui, mais en annonçant qu'on va les vendre comme esclaves. Je termine juste sur le fait que le problème aujourd'hui, c'est simplement parce que du point de vue européen, du point de vue occidental, on découvre finalement, on a l'impression de découvrir ce qui se passe au Nigeria, alors que ça fait une dizaine d'années que Boko Haram commet des atrocités. Mais au Nigeria, ça change quoi? C'est ça que c'était. Pardon, mais ma question, c'était justement, est-ce que ça change quoi au Nigeria que le monde s'en préoccupe enfin? Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, en tout cas, que ce soit pour Boko Haram ou pour les populations qui luttent, en tout cas qui s'insurgent depuis que Boko Haram existe contre cette nébuleuse. Je ne suis pas sûr. Peut-être que ça a permis effectivement le fait que le monde entier découvre aujourd'hui ce qui se passe là-bas à travers le mouvement Bring Back Our Girls. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que pour Boko Haram, d'abord, je pense qu'ils s'en foutent totalement. Bien sûr, je ne parlais pas de Boko Haram. Pour les populations elles-mêmes, je ne suis pas sûr que ça les ait. De toute façon, elles se battent depuis longtemps pour vivre en paix, et je pense qu'elles continueront à le faire avec ou
sans l'aide de la communauté, enfin en tout cas de la sympathie internationale. Vincent Hugeux. Petit éclairage, ou tentative d'éclairage par rapport à la problématique soulevée par Caroline Forest. Les femmes et les hommes d'ailleurs du Nigeria n'ont pas attendu le Trocadéro pour Absolument se mobiliser. Pas. Il y a eu on a parlé d'un effet pervers du hashtag. Est-ce qu'il est... On va y revenir. Personne n'a dit ça. On a eu d'emblée des sit-ins devant le siège de tel gouverneur, à Abuja devant les autorités fédérales. Et c'est vrai que s'il y a eu une réaction du pouvoir ou de ce qui en tient lieu, à savoir Goodluck Jonathan, c'est aussi parce qu'il était pris en porte-à-faux entre les protestations domestiques et les objurgations venues de l'extérieur. Maintenant, ce qui, moi, me touche un peu, c'est que pour avoir couvert ce conflit depuis un certain temps, m'être rendu, y compris dans le nord du pays, à 2 reprises, j'observe qu'il aura fallu cette équation infernale femmes, mineurs, djihadisme, pour que toutes les excellences mondaines ou pas se bougent un peu. C'est juste ça que je remarque. Et quand on parle d'effets pervers, et là encore, je ne suis pas dans l'homélie, mais dans l'analyse, j'observe autre chose. Ceci a pour effet de mettre en évidence, de jeter une lumière crue sur l'insigne faiblesse des autorités nigérianes, très bien, mais ça a aussi pour effet de flatter le narcissisme dément de Shekau. Quand vous étudiez un peu à la fois sa phraséologie et son langage gestuel dans quelques-unes des vidéos largement diffusées, et pour lui, cette mobilisation est la meilleure nouvelle de l'année. C'est quelqu'un qui fait en permanence référence dans ses harangues hallucinées à ce défi qu'il envoie à Clinton, à Obama, à François Hollande et à Margaret Thatcher 5 mois après son décès d'ailleurs. En même temps, j'ai l'impression que de toute façon, tout le monde a toujours tort. C'est-à-dire que si les gens se préoccupent pas de ce qui se passe au Nigeria, ce sont des salauds. S'ils s'en préoccupent, ce sont des connards. Mais non, on va essayer d'avancer parce que c'est pas le débat, c'est pas intéressant comme débat. C'est pas intéressant. Je voudrais que vous nous donniez, merci de le reconnaître. Alors, je voudrais juste vous nous donniez des informations, plutôt. Par exemple, il y a quelque chose qui se passe aussi qui est intéressant. L'enlèvement des travailleurs chinois par Boko Haram, c'est aussi un tournant parce que c'est en train de sensibiliser la Chine et de faire en sorte que la Chine et les pays aussi français et européens soient obligés de travailler ensemble sur ces questions-là. Donc, donnez-nous votre éclairage. Ce qui s'est passé au sommet, par exemple, de Paris il y a quelques jours. On a parlé de quoi ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place internationalement ? Mais il y avait entre autres le président camerounais, Paul Biya, qui a annoncé qu'il fallait déclarer la guerre à Boko Haram. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, c'est la première fois qu'on entend le président camerounais s'exprimer en de tels termes, parce que tout le monde sait que c'est pas une foudre de guerre. Donc c'est vraiment... Il n'est que temps. Voilà. C'est plutôt quelqu'un de taiseux, de mutique même. Donc le fait qu'il s'exprime comme ça marque quand même aussi, est en soi un événement. Enfin, ses propos sont en soi un événement. Et je pense que à partir de là, l'objectif de la réunion de samedi, c'était, ils ont dit que cette manière, c'était de mettre en place un plan concerté. Mais des patrouilles communes, ça veut dire ? Oui. Mais réactiver la commission du bassin du lac Tchad, c'est ça, structure qui réunit le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, la République centrafricaine. C'est de réactiver tous les mécanismes de sécurité dans la sous-région. Ou de les activer, parce que c'est vrai que la commission du bassin du lac Tchad, par exemple, a existé pendant un certain nombre d'années, sans qu'on sache pourquoi elle était née, à quoi elle servait. Mais Marc, ce sommet est un anachronisme. Oui. C'est-à-dire qu'on travaille à la prévention après le désastre. Donc moi je veux bien, on nous explique qu'il va y avoir des fantastiques efforts qui vont être faits en termes de collecte et de partage du renseignement. C'est génial. Simplement ce qu'on oublie de dire, et j'ai entendu ce matin sur les ondes de RFI une interview du ministre camerounais des Affaires étrangères, c'était un magnifique archétype de langue de tech, version tropicalisée de langue de bois. Il nous a expliqué qu'il s'entendait formidablement avec la voisin nigérian. C'est une contre-vérité massive. Jusqu'alors, le Cameroun du fameux Paul Biya que Raoul vient d'évoquer expliquait que Boko Haram, c'était pas son problème, c'est le problème du Nigeria. Alors que les frontières sont d'une porosité proverbiale et qu'on s'y balade à droite et à gauche. La plupart des attaques ont lieu dans les zones frontalières. Alors, oui, le renseignement, c'est formidable. Mais imaginons simplement que cet effort concerté avec satellites, drones, avions de surveillance permette de localiser tout ou partie de ces infortunés lycéens nigériens. Et après, on fait quoi ? On n'envoie pas de troupes au sol, on envoie une armée dont on sait la brutalité et l'absence totale de culture du contre-terrorisme, qui sait juste faire du rouleau compresseur. Et de discernement, qui tire dans le tas. Voilà, donc moi, c'est très bien de faire des sommets comme ça. Mais donc il faut rien faire ? Non, c'est pas ça. Je pense qu'il faut essayer des choses. Et je pense que de ce fait même que ce sommet se soit tenu, même si c'est tenu après coup, était nécessaire. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même
il faut rappeler une chose, c'est quand même assez difficile de mettre en place une action concertée entre les pays de la sous-région, pour une raison simple, c'est que le Nigeria n'entretient pas forcément des relations fabuleuses avec les 5 autres pays frontaliers. Oui, tout au moins 4 ou 5 pays frontaliers. On sait par exemple avec le Cameroun, pendant une quinzaine d'années, il y a eu le conflit de Bakassi qui effectivement s'est soldé par une rétrocession de l'île en 2008 au Cameroun, mais ça n'a pas forcément apaisé les relations entre les deux pays. On sait qu'avec le Tchad, il y a des luttes d'influence pour la question du pétrole par exemple. On sait qu'avec le Bénin, il y a toute une question aussi des divergence par rapport à la question d'immigration entre les Béninois qui vont au Nigeria et vice-versa, et les Nigérians qui sont soupçonnés de créer du désordre au Bénin. Donc il y a ces relations qui sont à la fois tumultueuses, une espèce d'amour-détestation qui fait que finalement, c'est difficile, franchement, de mettre en place une action concertée, en plus de la faiblesse des moyens des pays voisins du Nigeria en termes d'outils sécuritaires. Et le Nigeria revendique un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU également. Oui, d'ailleurs, dignité qu'il dispute à l'Afrique du Sud. Juste écoutez, Joël Orio, nigériane, donc Joël Orio, nigériane, qui vit à Port-Harcourt. Elle est étudiante en chimie de 29 ans et elle a signé la pétition lancée donc, par Ifi Louisé, militante générale pour les droits des femmes qui vient d'Allemagne. La pétition donc intitulée Bring Back Our Girls, qui a déjà rassemblé tout de même 250 000 signatures. Nous avions tout simplement envie d'entendre une Nigériane qui est à Port-Harcourt. Je ne pense pas que des choses comme ça doivent se passer, surtout pour une nation comme le Nigeria. C'est une situation qui doit alerter tout le monde. Tout le monde doit être debout et prendre une décision par rapport à ça. Il faut que ça cesse. On se sent insécurisé et puis n'importe quoi peut arriver à n'importe quel moment. Je suis une maman, j'ai une fille et puis je me suis mise à la place d'une autre maman qui va perdre sa fille comme ça. Tu ne sais pas où elle est allée, qui l'a enlevée. Boko Haram, ces gens-là, ils n'ont pas de cœur, je ne crois pas qu'ils ont un esprit sain. Penser à ce qu'ils peuvent faire à ces enfants-là, c'est traumatisant. Joël Oriou, ben oui, l'émotion quand même, elle est de toute façon... quoi qu'il arrive, très grande. Mais elle est légitime, elle est d'une certaine manière rassérénante, mais pointer ce qu'il peut y avoir parfois d'illusoire dans les attentes suscitées par ce genre de sommet, ça ne revient pas à plaider pour l'inaction. C'est juste qu'il est bon de savoir d'où l'on part, et l'on part de loin. La dernière toute petite question, je vous ai parlé tout à l'heure d'un très bon discours de Tony Blair qui s'appelle Why the Middle East Matters, pourquoi le Moyen-Orient compte. Maintenant, je vais vous parler de son successeur Gordon Brown, qui vient de publier sur Project Syndicate un article très intelligent qui s'appelle « Tous les enfants ont droit à l'éducation et à la sécurité », qui rappelle simplement que Boko Haram, ça veut dire l'éducation occidentale est un péché, et qui pointe le fait que dans de très nombreux pays, de l'Afghanistan au Pakistan, en passant par la Somalie, le Soudan et la Syrie, les enfants qui veulent travailler, étudier en classe sont victimes de persécutions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Boko Haram a égorgé des lycéens il y a 3 mois au Nigeria, et il faut absolument faire quelque chose pour protéger le droit des enfants à pouvoir étudier dans la sécurité. Je pense que ça fait partie des droits de l'homme et c'est une nouvelle priorité qu'il faudrait inscrire à notre agenda dans les années qui viennent. Vincent Hegeux et Raoul Mbog. Mais je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ça fait l'ombre il faut faire quelque chose aussi, parce que ça se multiplie les actions contre les lycéens et les collégiens. Mais bien sûr, mais je ne suis pas... Encore une fois, le fait même que nous débattions aujourd'hui... L'éducation est une menace pour les fanatiques. Mais bien entendu, on est tous d'accord là-dessus, c'est vraiment pas quelque chose qu'on remet en question. Personne ne saurait le faire aujourd'hui, personne n'oserait le faire. Simplement, il faut reconnaître aussi à la fois la difficulté des actions auxquelles on pense, auxquelles on réfléchit. Il faut voir aussi la réalité du terrain. Il faut ne pas perdre de vue le fait que malgré tout, le fait même que nous cherchions, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Donc moi, mon souci, c'est simplement de se dire, voilà, bien sûr que c'est difficile, bien sûr que la situation est à la limite de la catastrophe, mais il y a au milieu de toute cette catastrophe-là, si on veut, des motifs de croire à quelque chose de meilleur. On ne conclura pas, parce qu'évidemment on ne va pas s'amuser à faire Madame Soleil, de ce qui va se passer pour notamment ces jeunes filles et les autres. Est-ce qu'il y a peut-être juste, comparaison n'est pas raison, est-ce qu'il y a des événements similaires dans le passé dont on sait comment ils se sont dénoués? Est-ce qu'ils se sont dénoués seulement, Vincent Hegeux? Voilà, s'il y a un facteur d'espoir et encore une fois, et un scénario rose, c'est que même si les enlèvements ont été
période n'était pas de même ampleur. J'ai parlé notamment de la famille Moulin-Fournier. On sait que si irrationnel soit le comportement, notamment d'Aboubacar Shekau, il peut y avoir un espace de négociation, mais dont le prix, car il y a un prix, est lourd. Ça veut dire l'obtention de la libération de certains de ses camarades de douteux combats. Donc ça veut dire que oui, il n'y a pas de fatalité. Peut-être, je l'espère évidemment intensément, ces jeunes femmes retrouveront leur liberté, toute leur liberté, mais il y aura un prix à payer. Merci.